journaliste, Patrick Artignan, qui s'est promené en France et qui a essayé de voir comment des initiatives associatives ou individuelles étaient à l'exact opposé justement de ce discours politique dont nous venons de parler, qui est un discours de peur, de fermeture, face à une invasion, face au péril. Il a rencontré cette jeune femme qui s'appelle Nathalie, on va l'écouter pendant 5 minutes, et qui, à sa façon, comme elle peut, avec ce qu'elle peut, concrètement, tous les jours, aide ces gens qu'on appelle migrants ou réfugiés. Et ensuite, il y aura un plateau où, ici, à Mediapart, nous entendrons justement 2 réfugiés syriens. Donc, vous pourrez entendre directement leurs paroles sans filtre. Nathalie. Moi, avant le camp, j'avais une vie, enfin là encore, j'ai une vie normale, mais je veux dire, j'ai fait mes études. Je suis devenue enseignante, ça me prenait énormément de temps. En fait, au début, le camp, vous y allez, après on vous demande de faire une lessive, vous la faites. Après, à cette époque-là, il y avait pas de docteur sur le camp. Donc tout ce qui était hôpital, j'ai passé des soirées à l'hôpital, avec des filles qui devaient avorter ou bien des problèmes des fausses couches. Je sais pas, à ce moment-là, il y a eu beaucoup de filles comme ça et du coup, je passais vraiment beaucoup de temps à l'hôpital. Mon copain il devenait un peu fou. C'est une des raisons pour lesquelles on s'est séparés, je pense. Puis après, une fois qu'il est parti, moi, quand il y a quelqu'un qui est pas bien, oh putain, il vient chez moi. Moi, je m'en fiche, même 2-3 personnes, ils dorment par terre, mais ouais. Un coup, je vais à Calais, et il y a un mec qui vient vers moi, il fait « Ah, salut Nathalie !» Et là, impossible, je sais pas du tout qui c'était, je fais « Ah, bonjour » et tout. Puis tu te rappelles pas de moi? Je fais « Bah écoute, excuse-moi, mais là tout de suite, non quoi. » Je sais pas, si j'ai dormi chez toi quand même. Je sais pas, mais il y a tellement de gens qui viennent à la maison que je sais plus après. J'y vais beaucoup au camp, j'y vais peut-être 5 fois par semaine. Surtout pour parler, je crois, les informer un peu de leurs droits, de ce qui se passe à Calais, de ce que nous on fait comme action en fait, de faire attention que ce soit propre. Voilà, ils le font tout seuls, mais bon, faut quand même des fois une petite impulsion pour que tout le monde s'y mette et qu'on nettoie le camp tous ensemble. Qu'est-ce que je fais? Après, je fais les manifs à Calais, je m'informe. J'entretiens le contact avec ceux qui sont passés ou bien ceux qui sont en prison et du coup il faut appeler les prisons, les assos qui sont dans les prisons pour les aider un petit peu. J'écris des lettres à ceux qui ont été arrêtés. En fait je sais pas, je fais plusieurs choses quoi, mais voilà. J'ai pas de tâche vraiment définie, je fais plusieurs choses en fait. Mais je passe surtout beaucoup de temps à parler avec eux. Quand il y a un problème au camp, ils appellent. Là ils appellent moins qu'avant pendant la nuit, mais sinon il s'est déjà arrivé qu'ils appellent du parking pour dire ouais on est enfermé dans le camion. Les filles en fait elles étaient dans un camion et elles suffoquaient, il y en a une qui a dû avoir une crise d'angoisse à l'intérieur. Et donc ils ont appelé en panique, on dit ouais il y en a une qui est en train, avec un grand mot toujours, ils sont toujours en train de mourir. Il y en a une qui est en train de mourir, il faut tout de suite que t'arrives. Et donc du coup on était arrivés au parking et en fait je crois que les gendarmes, ils avaient déjà appelé l'ambulance, il y avait une ambulance, les gendarmes, nous tout le monde arrivait sur le parking pour ouvrir le camion, mais en fait le camion était déjà ouvert finalement. Quand ils arrivent en Angleterre, ils vous appellent assez souvent. Même en train de passer, ils me disent « Ah, ça y est, j'ai passé les contrôles, c'est bien. » Il y a des gens, par contre, que je vais voir en Angleterre après. Je vais souvent en Angleterre, en fait. À Birmingham, surtout, il y a beaucoup de monde. Et ça m'est déjà arrivé de marcher dans la rue et comme ça « Ah, Nathalie !» Et eux, voilà, maintenant, c'est des amis, quoi. Je veux dire, j'ai de leurs nouvelles toutes les semaines. On s'appelle. Les liens, ils sont forts, en fait, au camp, je trouve. Il y a pas longtemps, il y a un gars qui me disait la vraie vie, c'est au camp. Je veux dire, la vraie vie dans le sens où la manière dont on pourrait vivre en fait, le fait que les gens se rencontrent, les gens se parlent, les gens s'entraident, c'est un peu comme ça que j'aimerais que la société elle soit, je crois aussi. Je me demande souvent pourquoi est-ce que ça prend une place aussi importante. Je pense que je commence à cerner pourquoi quoi, mais ça me gêne un peu. Mais je pense que voilà, chacun, de toute façon, je pense réellement que toute personne qui vient au camp, c'est parce qu'on en a besoin. Ça veut dire, à mon avis, ça comble quelque chose quelque part. Vous allez pas, dire on n'est pas des anges, on vient pas au camp juste comme ça, juste pour donner, c'est pas possible, je veux dire, des bénévoles qui font 50 allers-retours, pas ça, mais qui font plein d'allers-retours en voiture, je sais pas, qui font plein de choses au camp qui sont... Franchement, il y a des jours où vous êtes crevés puis ça vous saoule quoi, franchement faire les courses à Carrefour, super, aller à la laverie, super, on va dire c'est pas la fête quoi, trier du linge dégueulasse dans des... quand il pleut, je sais pas, des fois c'est... voilà, et... Il y a des gens qui nous verraient et diraient mais ils sont complètement fous, mais c'est du donnant-donnant. Je pense que si on fait ça, c'est parce que quelque part on y trouve notre compte, on fait pas ça gratuitement entre guillemets. Il y a un moment donné, il y a 2 ans, moi je pouvais plus, ça veut dire mes collègues au travail ça allait plus, ça allait parce que je les aime bien et tout, mais j'arrive plus à parler avec les gens parce que tout me paraît complètement dérisoire. J'ai ma meilleure amie aussi qui s'est amenée dans un état en ce moment pas possible parce que j'ai pris un nom
de dispo et du coup ça... je sais pas, enfin... Ça part des trucs trop loin, mais la vie en fait je pense que c'est vraiment pas simple pour personne, enfin même les gens qui ont tout ce qu'il faut, enfin ma meilleure amie elle est mariée, elle a sa maison, elle a sa petite fille, enfin là tout va bien, une vie vraiment où tout va bien, mais en fait elle me dit, en fait les rêves qu'on avait adolescents, les questions qu'on se posait quand on était plus jeune, je pense qu'elle s'est laissée un peu enfermer, et là le fait que j'arrête 1 an de travailler, ça la remue, mais ça va pas quoi, elle va pas bien quoi, elle me dit mais moi, où sont mes rêves, où sont les choses que je voulais faire avant? Mes parents sont pas contents de leur vie. Et mon père, il s'est toujours dit, un jour je partirai, un jour je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Un peu comme tout le monde quand même, il y a quand même beaucoup de gens comme ça, qui vivent leur vie, mais qui disent, bah un jour j'arrêterai tout ça, j'irai ouvrir un restaurant en Bretagne, je sais pas. Et on le fait pas. Et en fait, vous rencontrez ces gens qui ont osé en fait, qui ont osé tout quitter, sans rien connaître en fait, et puis... pour tenter leur chance, c'est assez, je sais pas, je trouve ça assez fascinant. Moi en tout cas, je vais pas au camp pour donner des chaussettes, je sais pas comment dire, et la plupart des bénévoles c'est pareil je pense, notre but dans la vie c'est pas, mon but c'est pas de faire ça toujours, de venir au camp pour aller ramener un pantalon ou des chaussures, dire notre but, en fait moi un de mes buts c'est quand même que ça change quoi, que ça reste pas comme ça. Voilà, Karine Fouteau m'a rejoint. Karine est spécialiste des questions d'immigration à Mediapart, m'a rejoint pour ce plateau consacré à la réponse européenne justement face aux réfugiés et face aux migrants. Et bien vous aussi, Faiza Ben Mohamed, vous avez fait partie de ce reportage de Patrick Artignan. Il est venu vous voir à Nice, je crois, chez vous, et vous lui avez raconté, comme vient de le faire Nathalie, votre action quotidienne pour aider les migrants, pour aider les réfugiés. Vous vivez à Nice, donc vous faites partie d'une association qui s'appelle Musulmans du Sud, je crois, Fédération musulmane du Sud, et vous travaillez, je crois, à la gare de Nice et évidemment vers la frontière italienne pour porter secours aux migrants, aux réfugiés. Vous nous raconterez cette histoire tout à l'heure. Jean-François Corti, bonsoir, vous êtes directeur des missions pour France Médecins du Monde qui est une des associations partenaires donc avec Mediapart et beaucoup d'autres journaux européens et tunisiens de l'association de l'opération Open Europe. Et puis un couple, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes des réfugiés syriens, vous vous appelez monsieur Damra Kadba, ouais. Madame Lamatama, et vous êtes arrivé de Syrie, vous vivez actuellement en France, ouais. à Rennes, je crois. Alors vous monsieur, vous parlez français, donc on va se parler en français, et puis quand madame voudra parler, elle parlera en arabe et vous traduirez et on va se débrouiller. Alors ma question est un peu bête, pardon, mais quand on décide de partir, comme elle le disait très bien d'ailleurs Nathalie, avec ce risque maximum dans une existence, tout laisser derrière soi, partir, changer de pays, se lancer à l'aventure, qu'est-ce qui vous est arrivé à vous pour que la situation soit insupportable, que vous n'ayez plus le choix, sinon de tout laisser là, derrière vous, et de partir et de vous enfuir, je crois, de la banlieue de Damas? Oui, nous, comme vous connaissez tous la situation en Syrie là-bas, nous on habitait dans une région qui s'appelle Ghouta Sharqiya, à côté de... c'est pas loin de Damas, en fait, 5 km au centre-ville de Damas là-bas. Au début de 2011, exactement au mois de mai 2011, c'est commencé ce qu'on appelle des manifestations pacifiques là-bas. Après toutes les régions qui se révoltaient contre le régime, ils commençaient à installer ce qu'on appelle des barrages militaires dans le quartier. Nous, on a subi beaucoup pendant 1 an en sortant et en entrant pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller à Damas. À Damas, il n'y avait rien du tout en fait. Tout est tout entière. On passait des heures pour arriver au travail. Même mes enfants à l'université, mon fils à son travail, elle est institutrice là-bas. Vous êtes guide touristique? Moi, je travaille comme guide touristique en Syrie, je travaille avec des Français aussi. Jusqu'au mois je pense, d'octobre 2012. Là, c'est commencé des batailles entre les habitants de la région qu'on appelait à l'époque l'armée libre
fondé des citoyens de la région. C'est commencé une guerre, ça veut dire, parmi les civils qui habitaient dans les quartiers là-bas. Il y avait des dizaines de milliers de gens qui habitaient dans ces immeubles. C'est commencé des combats entre les deux côtés, l'armée de Bachar et ce qu'on appelle l'armée libre, constituée des habitants d'abord des quartiers là-bas. Jusqu'au moment donné, c'est commencé, l'armée du régime s'est retirée ses chars, ses barrages militaires des quartiers, de toute cette région. C'est une grande, immense région là. S'est retirée, elle a commencé à lancer des missiles, des chars, des aviations, comme ça. En ce moment-là, on est sorti d'une façon miraculeuse. On ne sait pas comment on est resté vivant en fait. Sous des tirs, on ne sait pas, des chars. Avec votre quartier, votre maison était bombardée. Ça, on ne savait pas. On voulait sortir au début, jusqu'on arrive à Damas là-bas. Après, on a su sur les sites d'Internet, on a vu de notre quartier, moitié, à peu près 70% bombardé par terre là-bas. On est sorti sans rien du tout de ce quartier-là. On se retrouvait à Damas. À Damas, il n'y avait rien du tout là-bas. Vous n'avez pas du tout eu le temps d'organiser votre départ, votre voyage. Non, vous n'avez pas vendu d'affaires, vous êtes parti comme ça. Quand on est dans un moment, vous n'imaginez pas comment on était. Notre situation là-bas, c'était des tirs partout. On ne sait pas. Moi, je conduisais une voiture, j'ai éteint les lumières, les phares de la voiture. Les enfants ont baissé par terre, on est sorti, on ne savait pas si on arrive ou on n'arrive pas. C'est d'une façon miraculeuse. Après, à Damas, il n'y a rien du tout. Vous voyez? On a loué un appartement là-bas, c'est pas loin de notre quartier aussi. Pendant 5-6 mois, je ne sais pas. Comme un tsunami en fait, les guerres là-bas, ça veut dire on était là, après les rebelles avancent 1 km, 2 km, 100 mètres, 200 mètres. Aussi dans cet appartement, on a loué cet appartement, on n'avait rien du tout, ça veut dire on est sorti comme ça, c'était en été, après c'est commencé l'hiver, on avait froid, on a commencé à avoir un matelas pour dormir, des choses comme ça. Oui, même l'appartement qu'on a loué aussi, les guerres s'approchaient de nous. Ça veut dire on entend toute la nuit des tirs, des bombes, des choses comme ça. Des fois, dans notre maison, on se met par terre, on s'allonge par terre pour s'il y a jamais. Ou bien on se met derrière 2 murs, si vous voulez. Ça veut dire s'il y a une balle qui entre dans le premier mur, ça ne dépasse pas le deuxième mur. Ouais. On passait de temps en temps comme ça, une soirée, il n'y a rien, une soirée, il y a des tirs, des choses. Après, on ne savait pas quoi faire, ça veut dire, on a changé aussi à notre appartement. Après, notre situation est devenue très difficile. On a décidé de quitter la Syrie et d'aller au Liban. On est arrivé au Liban, la situation au Liban n'est pas terrible aussi, c'est plus dur qu'en Syrie, c'est un pays qui est très très cher là-bas. Mon fils était allé avant nous, il y a 6 mois, avant qu'on arrive, avant nous, 6 mois, 7 mois. Il travaillait comme prothésiste dentaire là-bas. Et son patron nous a donné une pièce dans son laboratoire. Ouais. On est resté là-bas 5 ou 6 mois, je ne me rappelle pas exactement. On était enregistré aussi au HCR, Commissariat pour les réfugiés. Mais ça, comme les autres, il y a à peu près 1 million de Syriens qui sont enregistrés là-bas. Il nous a donné des coupons pour avoir des nourritures. Après, grâce à mon travail en Syrie comme guide, j'ai téléphoné aux gens que j'ai accompagnés en Syrie. Il y avait pas mal de gens qui voulaient nous aider. Ils nous ont envoyé des certificats d'accueil. Des gens de France? Des gens, des Français, oui. On a déposé les visas à l'ambassade de France là-bas. Ils ont accepté à moi et à ma fille. Vous voyez, moi, j'ai 2 filles et un garçon.
Ils ont refusé le visa de ma femme et l'autre fille, et mon fils aussi, qui a déposé un visa à Istanbul. Il était en Turquie. Ils l'ont refusé aussi. On a décidé d'aller, moi, avec ma fille. Après, on fera ce qu'on appelle le regroupement familial. Ici en France, on avait une situation très difficile. Vous connaissez l'histoire de l'asile. Ici en France, il n'y a pas de logement. On était accueillis chez une dame qui s'appelle Marie-Catherine de Bourgard à Saint-Briac. Je la remercie beaucoup de votre plateau aussi, pendant 4 ou 5 mois. On a fait la procédure pour faire amener vite ma femme parce qu'elle était aussi dans une situation très très difficile là-bas. Et l'autre fille, même ça, ils ont accepté ma femme et l'autre fille, ils l'ont refusé là-bas. Vous voyez? Parce qu'elle avait plus de 18 ans. C'est la loi de regroupement familial. Moi, en ce moment-là, je travaillais avec Qualia, une association qui s'appelle Qualia à Rennes. C'est cette association qui a accueilli les Syriens, accueillis par la France d'après la HCR. Vous voyez, ils ont accueilli 500 Syriens. Il y a 40 Syriens à Rennes et 35 à Saint-Brieuc aussi. J'ai travaillé avec cette association. Aussi, ils m'ont téléphoné pour faire venir ma fille. Après, c'est ma fille. Et mon fils qui était en Turquie aussi, il a quitté la Turquie là-bas. Exactement, je ne me rappelle plus parce que les événements, ça en 2012 aussi, 2012, fin 2012. Il est venu par ses propres moyens, il est venu à pied par ses propres moyens. Mon fils, oui, à cette époque-là, l'immigration, c'était très difficile d'aller en Europe, vous voyez, c'était impossible. Ce n'est pas ce qu'on entend aujourd'hui, des milliers, des dizaines de milliers, ça veut dire qu'ils peuvent. Avant, c'était très difficile. Il était avec 6 de ses copains en Turquie, qui vivaient en Turquie là-bas. Ils sont allés dans un village à la frontière bulgare. Là. Ils ont décidé de traverser les forêts pour aller en Europe, soit en Allemagne, soit en Suède. Ils ont passé dans la forêt 6 jours, voyez, dans les forêts sauvages, ça veut dire que personne n'est entré en utilisant le GPS, en utilisant des matières informatiques pour ne pas se perdre dans ces forêts-là. Finalement, la police bulgare les a attrapés au premier village. Il les a amenés dans un camp là-bas. Ils vivaient dans des conditions très, très difficiles là-bas, au début en Bulgarie. Après, lui, il a passé entre 5 et 7 mois là-bas. Il a eu son statut de ce qu'on appelle protection subsidiaire. Là. Il pensait qu'elle va attendre et ils lui ont donné une carte d'identité avec un passeport de 3 ans. Vous voyez? Nous, on était là en France. Il voulait nous rejoindre aussi. Mais avec ce passeport-là, il n'a pas le droit de quitter la Bulgarie, même un passeport bulgare. Après, il a décidé avec des passeurs. Ce n'est pas lui, c'est le cas des milliers de Syriens qui sont en Bulgarie. Vous voyez? C'était la première part. Et avec des passeurs, il était allé en Serbie, après en Hongrie, après en Allemagne. En Allemagne, la police allemande l'a attrapé aussi. Il est resté en Allemagne 3 mois. Après, finalement, il a réussi à venir nous rejoindre en France. Oui. On sait que la France a mauvaise réputation auprès des réfugiés. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? La France, c'est pas le but des Syriens, en fait. Maintenant, on parle des centaines de milliers de Syriens qui se trouvent en Europe. La majorité sont en Suède. Le deuxième pays, c'est l'Allemagne. Après, la Hollande, le Norvège, le Danemark, tout ça. La France, moi, j'avais un visa. J'étais obligé de déposer ma demande d'asile en France à cause de l'accord de Dublin, ça. Parce que si je vais en Allemagne, ils vont me renvoyer en France. Voyez. La France est un passage pour les Syriens, en fait. Les conditions de l'asile ici en France est très difficile parce qu'un réfugié qui arrive ici, il n'y a pas de logement. Un réfugié, il a besoin d'un logement tout de suite. Ça veut dire, c'est ça le plus important, c'est le logement. Par exemple, moi, quand je suis arrivé avec ma fille, on est resté 7 mois sans logement. On habitait où? Chez des amis. Voyez? Si ça n'existait pas, ces amis.
Alors on va dormir dans la rue, ou bien il faut appeler 115. Un jour il y a un logement, le deuxième jour il n'y a pas. Vous voyez. Alors en conclusion, la France n'est pas le but des Syriens. Un Syrien qui vient ici, qui a un proche en France, vous voyez, ou bien qu'il a un visa. La condition de l'asile en France, je parle du gouvernement, mais le peuple français est très, très gentil. Il nous a aidés beaucoup des associations, des choses comme ça, oui. Est-ce que le fait que les demandeurs d'asile ne peuvent pas travailler, et par ailleurs, en général, le manque de travail en France, joue aussi en défaveur de la France ? Le travail aussi, bien sûr, en Allemagne, c'est la condition de travail. Ce que j'ai entendu la semaine dernière, j'étais en Allemagne là-bas, j'ai entendu beaucoup de Syriens. En Allemagne, il y a plus de travail, plus de possibilités de travailler en Allemagne, plus que la France. Et la condition de recevoir des réfugiés syriens en Allemagne, c'est beaucoup plus facile qu'en France. Vous voyez, un réfugié syrien, pardon. Quand il arrive en Allemagne, il va directement à la police le reçoit bien, il le met dans un hôtel 5 ou 6 jours, après il amène une voiture, après il l'amène dans un camp, vous voyez, des réfugiés. Ça veut dire que ça existe un État qui s'appelle l'État allemand qui gère tout. Voyez. Avec une infrastructure qui fait que vous vous présentez, en fait. Et on est pris en charge. Voilà, on est pris en charge dès notre arrivée. C'est le cas de ce qui s'est passé avec mon fils. Et mon frère, il est arrivé en Allemagne il y a 2 semaines aussi. Et si vous aviez à choisir, vous iriez où ? Vous resteriez en France ou vous iriez ailleurs ? Non, pour moi, la France, pour le moment, maintenant, oui, ça y est, j'ai mon statut de réfugié, ma famille est là, ils ont retrouvé leur vie ici. Mon fils, il a commencé à travailler maintenant, et ma fille, elle est en première année à la faculté de Rennes, là-bas, en mathématiques. Et ma femme, elle essaye d'apprendre maintenant, elle fait des cours de français, après elle va travailler dans une école ou quelque chose comme ça. Est-ce que Lama, justement, vous pouvez nous dire comment vous voyez l'avenir ? Est-ce que vous pouvez vous projeter dans un an ? Est-ce que c'est possible ? Et si oui, comment vous vous voyez ? Comment vous voyez votre famille dans un an ? يعني طبعا بالمقارنة مع الوضع اللي كنا فيه قبل ما نجي لهون نحن هلا بحالة ممتازة نسبيا يعني الأمور بدأت تاخذ مجراها الأولاد سجلوا يعني جامعات ليكملوا دراستهم اللي تركوها بسوريا هذا أهم شيء طبعا ويعني بدأنا نفتح صفحة جديدة ونبدأ من جديد. Je vais ajouter une chose qu'il vient de dire. Nous, on a des coutumes, vous voyez. Nous, on fait attention à nos enfants. Moi, mon fils, quand il est arrivé en France, puisqu'il a déjà son diplôme, j'ai payé, parce qu'il travaillait 2 mois, j'avais l'argent, j'ai payé tout de suite à l'université de Rennes pour qu'il apprenne vite le français, 1230 €, je pense. C'est moi qui ai payé directement pour qu'il avance très vite, qu'il trouve un métier très vite, vous voyez. Nous, on fait attention à nos enfants. C'est ça l'éducation des Syriens en général, vous voyez. Ce qui nous compte, c'est nos enfants. On est là pour que les enfants trouvent leur... Vous voyez. Elle aussi, elle dit la même chose, elle vient de dire la même chose aussi. Ça veut dire... Elle est contente parce que ses enfants, ils ont commencé à trouver leur chemin, vous voyez, dans la société, ou bien s'intégrer. Ça. Et est-ce que vous imaginez qu'un jour vous pourrez rentrer dans votre pays ? Je pense pas, parce que je pense que la Syrie, ça y est, c'est fini, ça. Il faut attendre des générations, à mon avis. On pense la situation en Syrie maintenant, à mon avis, ça prend il faut des générations. Ça, c'est pas logique ce qui se passe là-bas. Vous imaginez pas ce qui se passe là-bas. Quand on parle des centaines de milliers de morts, il y a la vengeance, ça veut dire la contradiction de la société syrienne, aussi chrétienne, druze, kurde, alaouite, sunnite, chiite, je ne sais pas quoi. C'est très compliqué là-bas. Alors pour arriver à un moment donné que ça va se calmer, même si ça arrête aujourd'hui, ça va prendre une dizaine d'années, un minimum de choses. C'est-à-dire que la paix et la reconstruction est inimaginable à court terme. La paix et l'arme aussi maintenant, Daesh, tout ça. Daesh, ça va prendre une vingtaine d'années. C'est un État tout entier, c'est pas facile d'enlever tout ça.
Vous avez encore des contacts avec vos mères qui sont restées en Syrie. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions elles vivent et comment vous communiquez avec elles? Par quel type d'application? Par quels moyens? Comment vous faites? Est-ce que c'est régulier? D'accord. Oui, c'est régulier. Maintenant, on utilise le système Internet Viber et WhatsApp. C'est ça ce qu'on utilisait tous les Syriens, c'est tout. Parce que c'est gratuit, ça. Mais le problème, c'est là-bas. Même maintenant, ma mère est à Damas, j'essaie de les faire venir. Ce n'est pas moi le seul. Et mon frère qui est en Allemagne, l'autre frère qui est en Suède, tout le monde essaie de la faire venir, vous voyez. Soit chez moi, soit chez mon frère. Parce que même à Damas, où il n'y a rien du tout, la condition de vivre, c'est très difficile. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de l'eau. La vie est devenue très, très chère. Ça commence la famine chez nous. Les gens... La pauvreté maintenant, c'est terrible là-bas. Même dans les quartiers où il n'y a rien du tout, on appelle les quartiers en pleine sécurité, vous voyez. Les conditions, oui, c'est devenu très difficile. Mais ma femme, sa mère et sa sœur, avec 2 petits-enfants, elles viennent d'arriver en France il y a un mois. Grâce à son frère qui est déjà là, et ça fait une 30aine d'années. Votre sœur devait vous rejoindre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé sur le chemin? C'est une histoire tragédique, ça. J'ai une sœur qui vivait à Damas avec mon frère. Elle avait le cancer. Elle pensait qu'elle va mourir dans quelques jours, dans 1 mois, dans 2 mois, comme ça. Elle a décidé de quitter la Syrie avec mon frère et rejoindre ses 2 fils en Allemagne. Vous voyez? Elle voulait les voir absolument avant qu'elle meure. Elle ne vient pas pour solliciter l'asile ou quelque chose. Elle voulait venir pour... Ils étaient allés avec mon frère en Turquie. Après, avec des passeurs, comme vous savez, l'histoire des passeurs, tout ça, ils les a amenés dans un village près de la mer, en pleine nuit. Après, ils ont monté ce qu'on appelle Balm. C'est un bateau, c'est en plein danger, avec une 40aine de personnes. Ils payaient de l'argent, 1 200, 1 300 € chacun. Ils ont pu arriver dans une île, je ne sais pas comment ça s'appelle. Après, ils étaient allés à Athènes, après pour continuer leur chemin. Comme l'histoire des dizaines de milliers de Syriens, vous voyez. Et sa situation, quand ils étaient arrivés à Athènes, elle était très malade. Moi, j'ai téléphoné à mon frère qu'il l'amène dans un hôpital parce qu'il ne pouvait pas supporter. Avec des médicaments tout le temps, il continuait à résister, à vivre, vous voyez, c'est ça. Il a dit non. Il voulait absolument aller chez ses fils. Il lui a dit, je ne peux rien faire, je dois l'amener. Ils l'ont acheté une chaise avec des roulettes. Ils étaient avec 13 personnes. Tous les 13 Syriens, ils ont cédé. Ils l'ont porté à la frontière. Quand on arrive à une frontière, il faut marcher 2-3 kilomètres, je ne sais pas comment, pour traverser la frontière. Alors, la Grèce, Serbie, Macédoine, je crois. Macédoine. Serbie, Hongrie. Hongrie, ils étaient dans une voiture avec des passeurs aussi. En route, dans une ville qui s'appelle, parce que j'étais là-bas, Tatabánya, à 100 km de Budapest, là-bas. Il est décédé dans la voiture. Elle était obligée de descendre de la voiture, chercher l'ambulance. Il ne savait pas qu'il est décédé. Le passeur l'a mis dans la rue là-bas. Là-bas, il m'a téléphoné, mon frère, parce qu'il l'a mis sur un territoire là-bas. Il est descendu à un copain avec lui. Il lui a dit, même moi, la police va m'attraper, je vais faire l'empreinte, mais je vais t'aider. Je sacrifie ma vie pour toi. Ils ont appelé la police et la police avec l'ambulance est venue. Après, ils ont attrapé ma soeur, ils l'ont amenée à l'hôpital. Et mon frère et son copain, ils l'ont amené à la police. Ils leur ont dit il faut faire les empreintes, il faut demander l'asile ici. Sinon, vous allez à la prison 15 jours. Après, vous allez être renvoyé en Serbie.
Il a décidé de faire il n'y a pas d'autre choix. Il est resté là-bas et moi je suis allé à Budapest avec mon frère qui est en Suède, avec mon autre frère qui est en Allemagne. On s'est retrouvés à Budapest avec le quatrième frère qui était avec ma soeur. On a fait les démarches pour l'enterrement avec une association musulmane qui est à Budapest. Elle nous a aidé beaucoup. Elle était enterrée, maintenant elle est enterrée là-bas à Budapest. Merci beaucoup pour ce récit. Merci beaucoup de votre témoignage. Merci. J'ai envie de vous demander, après avoir entendu ça, c'est un peu difficile, mais Oui, c'est... quand... Ça, Comment il y a vous des vous... jours seulement, ça. Pardon. Mais le récit que vous venez de nous faire, monsieur, il est partagé par beaucoup de monde, c'est-à-dire que votre expérience, elle ressemble à celle de milliers, de dizaines de milliers de réfugiés syriens. Oui, il y a beaucoup des histoires différentes. Chaque famille, il y a une histoire. Parce que moi, je travaille avec c'est moi qui ai fait les démarches pour les familles syriennes accueillies par la France. Chacun a une histoire différente. Même il y a deux filles, si vous avez entendu à Rennes, il y a une famille qui avait 6 enfants. Il y a 2 fillettes qui sont noyées à Rennes, 4 ans et 5 ans. Ils ont décédé là. Des milliers d'histoires. C'est un peuple qui est vraiment dispersé dans le monde entier. Ça. Par exemple, moi, qu'est-ce que je fais en France? Je sais pas. Mon frère, l'autre, il était ingénieur mécanique en Allemagne, l'autre ingénieur chimique en Suède. Celui-là qui est venu avec ma soeur, il a un diplôme d'économie. On avait une situation là-bas, c'est pas une question de... Et moi aussi, et ma femme institutrice, mes enfants, ils ont abandonné leur université. Mon fils, il avait un laboratoire, il était complètement bombardé là-bas. Ça veut dire qu'on a perdu. Il faut reconstruire. Il faut reconstruire ça. Il faut commencer à zéro. Et vous parliez de la Suède. Karine, je ne sais pas si vous l'avez vu, a publié, je crois que ça a été publié aujourd'hui, récemment, hier, sur le journal, sur Mediapart, Ouais. l'histoire de réfugiés syriens qui, eux, sont allés jusqu'à l'extrême nord de l'Europe, Oui, j'ai entendu. puisque vous avez vu, ils se sont retrouvés tout au nord de la Suède, J'ai en entendu. Laponie, près du cercle polaire, et enfin, c'est ce que raconte Karine dans son reportage, dans quelque chose qui ne peut pas ressembler moins à leur pays, à ce qu'ils avaient connu. Et ce que raconte Karine, c'est que, bien sûr, il y a la vie est là, la sécurité est là, le droit, mais que c'est aussi des gens perdus. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Enfin, ils sont déphasés, n'est même pas un terme assez fort. Les Syriens cherchent la paix. Moi, si vous voulez venir en France, moi je suis venu en France plusieurs fois en France, vous voyez. Jamais pensé à vivre ici, mais j'étais obligé. On arrive à un moment donné, on ne sait pas pourquoi tu as quitté ton pays là. Vous voyez ça? Sur mon cas, c'est le cas de tout le monde. Surtout maintenant pour les jeunes qui ont entre 18 ans et 20 ans, ça veut dire qu'ils sont demandés pour faire leur service militaire, surtout ces gens-là. Ils sont obligés de quitter le pays pour ne pas faire leur service militaire. Voyez. Soit un étudiant à l'université, il n'essaye pas de réussir à l'université pour qu'il reste à l'université. S'il termine à l'université, il doit faire son service militaire. S'il va faire son service militaire, il va se faire tuer. Voyez. Chez nous, le service militaire, c'est 2 ans et demi maintenant, 1 an et demi, je crois. Maintenant, 5 ans, 6 ans. Vous voyez. Il y avait des guerres en Syrie contre la Syrie et l'Israël. Vous avez entendu parler des guerres. Le peuple syrien n'était jamais réfugié à l'extérieur. Mais ce qui se passe maintenant, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est en dehors d'imagination. Quand vous entendez ça, Elisabeth Mohamed, vous les entendez aussi, c'est des histoires comme celle de madame, comme celle de monsieur, avec les gens que vous aidez près de chez vous? Oui, bien sûr. Alors pour nous, les réfugiés syriens, ils sont arrivés en masse sur Nice pendant l'offensive sur Gaza l'année dernière, donc sur juillet 2014. Ils sont arrivés à hauteur de... Il y avait bien 250 personnes qui arrivaient par soir, qui restaient 2 jours, 3 jours. L'été dernier? L'été dernier, oui. Parce que cette année, c'est un autre flux. Et en fait, quand j'entends monsieur, finalement, je me dis que pour moi, c'est de l'espoir, parce que j'aimerais bien savoir ce que sont devenus ces gens avec qui
qui avaient des enfants, qui ont joué avec les miens au ballon et qui ont pris le train. Et finalement, on n'a plus aucune nouvelle. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus, on ne sait pas s'ils sont retournés chez eux, on ne sait pas s'ils sont morts, on ne sait pas s'ils ont trouvé un travail, un logement, on ne sait rien. Et là, quand je vois monsieur, finalement, je me dis qu'il y a de l'espoir parce que vous avez réussi. J'espère que vous réussirez encore tout ce que vous entreprenez et que vous allez réussir à avoir une situation stable ici. Pour l'instant, c'est bien parti. Oui, c'est pas facile, mais il faut résister. Il faut. Il faut travailler, il faut trouver un moyen. Mais le problème de la France, elle abandonne les gens. Ça veut dire maintenant à Rennes, je connais 2, 3 jeunes garçons, un qui a 21 ans, l'autre 25. Ils n'ont pas de logement là. Tout le temps, ils essaient d'avoir un logement. Ça veut dire que le logement, c'est indispensable pour un réfugié, pour qu'il commence à apprendre. Moi, je parle français, mais imaginez quelqu'un qui ne parle pas français. Moi, quand j'étais à Budapest, l'histoire que je viens de dire, j'étais comme un fou. Là. On ne se comprend pas. J'étais avec mes 3 frères, on avait 4, 5 langues, 6 langues. Mes frères parlent l'allemand, le russe, anglais, français. Personne ne nous comprend. 5, 6 langues, on n'arrive pas à se comprendre avec les Angois là-bas. Ben, imaginez quelqu'un qui est en France, qui ne parle pas français. Il a besoin d'un logement. Le plus important, c'est le logement. Ça. Et ben, c'est ça le problème de la France. Pour ça, les Syriens choisissent l'Allemagne. Même 1 mètre carré, ça suffit pour c'est un passage pour les Syriens, en fait. Et ben, qui va rester en France, il doit résister, il doit travailler, il doit... C'est un passage, mais moi je crois qu'il faut insister là-dessus. Il ne faut pas se dire que parce que vous avez la difficulté du logement, il faut pas baisser les bras, il faut vraiment s'adresser à tout le monde. Je sais que le 115 sont souvent saturés, ils vont vous offrir une solution de nuit, 2 jours, 3 jours. Ils font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens. Après je pense que c'est à l'État, à la France, de créer des places pour les logements, de créer des places pour les réfugiés, de vous aider. Il ne faut vraiment pas partir défaitiste en vous disant que parce que vous avez la difficulté du logement, vous n'allez pas y arriver. Là, si vous avez passé tout ça, vous avez échappé, vous avez passé le pire derrière vous. Dites-vous que maintenant, vous êtes plus, votre vie, elle n'est plus en danger. Et ça, déjà, c'est vraiment énorme, déjà. Et vous, justement, en créant une association, vous n'avez pas l'impression, à des moments, de faire le travail que l'État ne fait pas, de pallier aux insuffisances des pouvoirs publics? On aimerait bien pouvoir le faire, mais malheureusement, on n'a pas les moyens pour... c'est juste des pansements qu'on met, si vous voulez. On va offrir de la nourriture, on va discuter un petit peu, on a des couvertures, de l'eau. On va leur indiquer où prendre le train, comment prendre le train, par où passer, comment essayer peut-être des fois d'éviter un peu la police, d'éviter... voilà. Mais après, nous, on n'a pas du tout les moyens, on n'est pas subventionnés, on est une jeune association. On fait avec les moyens du bord, avec uniquement les dons des particuliers. On essaye de... Vraiment, c'est vraiment que du pansement qu'on met. Qu'est-ce qui a été le déclencheur dans votre démarche de la création de votre association? Alors nous, en fait, tous les membres du conseil d'administration, on s'est rencontrés sur les manifs pro-palestiniennes sur Nice. Donc on était des militants pour la paix à Gaza. Du coup, on s'est connus sur ça et donc c'était en juillet 2014. Et à ce moment-là, sur la gare de Niceville, il y avait énormément de Syriens qui dormaient sur les marches de la gare. Et il y avait aussi quelques Palestiniens. Donc en fait, on avait créé un lien et puis on avait commencé, c'était une période de Ramadan, on a commencé à leur apporter des repas après la rupture du jeûne. Et puis finalement, on est resté. Et on avait lié des liens aussi avec des SDF locaux, entre guillemets, des SDF français, des laissés pour compte de la société, voilà. Et on n'a pas voulu s'arrêter quand les réfugiés syriens sont partis, parce qu'après, à partir de septembre, dès qu'il commence un petit peu à faire froid, vous n'avez plus du tout le même flux. C'était devenu désertique, mis à part vraiment les SDF locaux. On est quand même resté parce qu'on avait tissé des liens avec ces gens et puis qu'on trouvait que la démarche était belle et qu'on avait réussi avec rien à faire 250 repas par jour. Pour nous, c'était énorme. On a eu des petits pots, des couches, l'élan a été énorme. Je sais que le climat était propice aux appels aux dons parce que c'était la guerre sur Gaza, donc c'était entre guillemets un peu plus facile qu'aujourd'hui, par exemple, pour obtenir des choses, pour avoir de l'aide. Même les bénévoles étaient beaucoup plus nombreux et beaucoup plus endurants. Et finalement, on est resté toute l'année avec aucun réfugié, aucun Syrien, si ce n'est très peu. Il y a peut-être quelques personnes qui sont des réfugiés qui ont fait des demandes d'asile pendant le printemps arabe. Il y a quelques Libyens ou des Tunisiens qui sont restés sur place, mais qui, eux, ont vocation à s'installer sur Nice, je pense.
Et du coup, les réfugiés qu'on voit en ce moment sont arrivés à partir d'avril. Donc depuis avril, vous avez encore des masses. On a fait des soirées à 260, à 300 repas, jusqu'à ce qu'en juin... Quelles sont les demandes des personnes que vous rencontrez à cette occasion? Est-ce qu'ils veulent s'arrêter en France? De quoi ils vous parlent? Quels sont leurs souhaits? C'est vraiment très rare qu'on nous dise qu'on veut rester en France. Je pense que ces gens-là ont compris que la France était hostile. Elle est clairement hostile, elle affiche l'hostilité. C'est très difficile pour eux de venir et de vouloir s'intégrer dans un pays qui leur montre qu'il ne les veut pas. Et comment elle leur montre justement? C'est les forces de l'ordre qui sont très présentes dans la région. Enfin, comment elles ressentent ça? Alors là, déjà, depuis juin, quand le camp de la Chapelle a été démantelé ici, le lendemain sur Nice, il y a eu une opération de police qui a commencé et qui dure toujours, qui empêche tous les migrants de monter dans les trains. Il leur est impossible, même avec billets en main, tickets qu'ils ont payés, de monter dans les trains. Ils sont systématiquement arrêtés. Si vous avez une demande d'asile qui est en cours d'instruction, on vous laisse tranquille. Sinon, on vous renvoie directement à la frontière italienne, à Vintimille, parce que c'est le premier pays sur lequel vous avez mis le pied, donc vous repartez là-bas. Du coup, là, en ce moment, depuis début juin, même sur la gare de Nice, si on en voit 2, 3 qui ont réussi à se faufiler par je ne sais quel moyen, c'est très très rare Donc le blocage n'a pas cessé depuis juin en réalité? Non. Il y a deux camions sur la gare de Niceville, vous avez 2 camions de gendarmerie, la PAF, qui veille à ce qui contrôle tous les migrants et qui fait régulièrement du contrôle aux faciès toute la journée, parce que finalement ils contrôlent les migrants, mais ils vont contrôler également les Antillais, les Guadeloupéens, qui eux, comme si finalement ce qui était noir n'avait pas de légitimité à être en France. Pour moi, c'est ça le plus choquant. Il existe des chemins de traverse pour les réfugiés qui connaissent. Comment ils les trouvent? Comment ça se passe en fait? Malheureusement, la rigidité du système en ce moment permet aux passeurs clandestins de se faire de l'argent sur le dos des gens qui sont dans la misère, tout simplement. On a entendu parler de 200 à 300 euros pour un passage entre Vintimille et Nice. C'est une demi-heure de voiture. En taxi ou en voiture privée Voiture, cachée, les gens, voilà, vous passez 1, 2. Sur Nice, il y a des gens qui profitent de la misère, tout simplement. Et je pense que c'était peut-être pas l'idée que se faisaient les pouvoirs publics en ordonnant ce type de démarche et ce blocage, ce blocus même. Parce que c'est pénible pour eux, ils ne peuvent pas sortir. En plus, ils sont parqués, donc en ce moment, ils sont sur des rochers à Menton. Les rochers, là, pendant la canicule, il faisait 40 degrés dessus. Ils ont uniquement la nourriture qui leur est apportée par les associations. Ils n'ont aucune aide. Ils ne peuvent même pas passer par la France pour déposer leur demande d'asile. Ils savent que c'est bloqué. Ils savent qu'ici, en France, il n'y a rien. Et en fait, pardon Karine, c'est le blocus qui a aussi créé cette petite industrie du passage. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Qui c'est qui s'enrichit là en ce moment sur le dos de la misère? C'est ceux qui sont malhonnêtes, qui vont profiter de ça et qui vont essayer, voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que des fois, les réfugiés, ils vont payer 2 fois, 3 fois le passage, et à chaque fois, ils vont être renvoyés, parce que finalement, vous payez pour aller à Nice, mais après, à Nice, ne croyez surtout pas que vous allez réussir à monter dans un train. C'est impossible. Justement, à Calais, on a un phénomène qui est similaire, c'est-à-dire de blocage de population dans un camp, on les empêche de passer, et un phénomène de tarifs qui s'élève en fonction de la difficulté du passage. Jean-François Corti, vous travaillez à Médecins du Monde, vous avez fait beaucoup pour essayer d'améliorer les conditions de vie. Comment c'est aujourd'hui dans cette jungle qui se situe et qui s'est développé à côté du centre Jules Ferry, qui est le centre administré, le centre de jour pour les hommes et de nuit pour les femmes, administré par l'État. Quelles sont les conditions de vie dans la jungle aujourd'hui à Calais? Alors les conditions de vie aujourd'hui, elles sont déplorables pour près de 3 000 à 3 500 personnes, comprenant des hommes jeunes, mais aussi des femmes et des enfants. On a vu une évolution depuis juin 2014 de la situation. On était sur un chiffre assez stable de 300 à 400 migrants sur Calais et l'équivalent aussi sur Dunkerque. Il ne faut pas oublier aussi toutes les villes autour de Dunkerque qui ont aussi un nombre de migrants en situation de grande précarité important. Une augmentation depuis l'été 2014 de beaucoup de migrants, avec cette nouveauté, beaucoup plus de femmes, de familles et d'enfants, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et à partir de ce moment-là, des associations qui ont continué et qui ont redit la nécessité
pour l'État de faire davantage. Et ces derniers temps, on a toujours un nombre conséquent de personnes qui ont, il faut le dire, des difficultés pour répondre à leurs besoins vitaux. C'est-à-dire, ils ne dorment dehors, ils ont des difficultés pour se nourrir et manger à leur faim, pour se laver, pour boire de l'eau potable. Et donc, des personnes qui sont dans des situations de rupture et qui arrivent de plusieurs pays. On a en ce moment beaucoup d'arrivées de familles syriennes, mais aussi donc des personnes qui viennent de pays en guerre, qui sont aux portes de l'Europe, mais aussi des personnes qui viennent de zones où les contextes politiques sont difficiles. Je pense à beaucoup d'Érythréens qui aussi sont en ce moment en transit à Calais, qui viennent d'un pays où le système politique et le régime politique relève plutôt d'un autoritarisme, voire un totalitarisme. Beaucoup de Soudanais du Sud, des Afghans aussi, donc des personnes qui viennent de zones instables. Donc une diversité des profils, de parcours. L'invariant, c'est que ce sont des personnes qui bien souvent, la grande majorité, ont quitté leur pays pour des raisons d'insécurité et qui n'avaient pas d'autre choix que de quitter leur pays, sinon c'était une perspective d'existence très compromise. Donc aujourd'hui, je le redis, des personnes en difficulté pour pouvoir répondre à des besoins vitaux, et dans ces conditions, des associations comme Médecins du Monde, le Secours catholique et des associations locales qui, depuis de nombreuses années, s'investissent sur le terrain, mais qui ont vu une situation s'aggraver avec l'incapacité de pouvoir répondre au nombre. Quand on a 300, 400 migrants, on arrive à gérer avec des petites associations, je pense à Salam, à la Belle Étoile, des initiatives d'acteurs locaux émus par la situation. Ils sont dépassés maintenant par le nombre de personnes. Et nous avons été obligés de développer des opérations comme nous le faisons à l'international dans des zones de conflit ou de catastrophes naturelles. C'est-à-dire que depuis le mois de juillet, on a augmenté nos équipes avec d'autres associations comme Solidarité avec qui nous travaillons à l'international. Nous faisons des consultations médicales, nous faisons de la vraie médecine parce que le service d'infirmerie du centre Jules Ferry est ouvert 2 heures par jour avec une infirmière qui fait ce qu'il peut mais qui n'a pas les moyens de couvrir les besoins. Une permanence d'accès aux soins de santé à l'hôpital qui est débordée avec des gens qui font ce qu'ils peuvent, encore une fois, mais qui n'ont pas la capacité de répondre à tous les besoins. Et puis nous avons distribué de l'eau, construit des douches, des latrines, distribué de la nourriture, bref, le minimum standard pour que les personnes puissent répondre à leurs besoins vitaux, ce qui n'est pas fait par l'État. Et ce sur quoi il faut insister, je pense, aujourd'hui, on reviendra bien sûr sur la dimension européenne en matière d'affirmation d'une nécessité, d'une solidarité avec la Grèce et l'Italie qui sont vraiment en première ligne et pour réaffirmer une réelle Europe sociale qui n'existe pas. De fait, on le voit, où chaque pays se retranche dans ses propres camps en attendant que l'autre fasse le premier geste parce que chaque pays est terrorisé par le mythe de l'appel d'air et il faudra revenir. Aujourd'hui, l'État français assume délibérément de ne pas apporter une réponse adéquate à des besoins vitaux pour des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui sur son territoire. Parce que lorsqu'on est la 6e puissance économique mondiale, ce n'est pas 4 000, 10 000 personnes qui vont venir perturber l'économie d'un système sanitaire et social. Il y a une volonté délibérée des autorités de ne pas couvrir ces besoins, ce qui nous pousse, nous, associations comme Médecins du Monde, dans un dilemme, c'est-à-dire de se mettre dans une logique de substitution d'un État riche, démocratique, 6e puissance économique mondiale, qui délibérément, d'un point de vue politique, ne veut pas assumer la prise en charge correcte de ces personnes au prétexte, bien souvent, de ce fameux phénomène possible d'appel d'air qui relève du mythe absolu. Alors comment vous analysez la récente annonce de Manuel Valls de faire construire des tentes, un sort de campement humanitaire, doté de 1500 places à Calais d'ici la fin d'année? Manuel Valls qui s'est rendu sur place. C'était lundi, avec M. Cazeneuve et aussi 2 commissaires européens. Je pense qu'on est dans une situation où, encore une fois, l'État français assume pleinement d'apporter une réponse sous-calibrée par rapport à la réalité des besoins et assume d'avoir des personnes en danger, parce que c'est de ça dont on parle. Je n'ai pas pris toutes les maladies qu'on voit sur le terrain, mais c'est les maladies de la grande précarité qui posent des risques de mortalité fortes pour des personnes. Elle fait ça qui pour sont décourager? L'État fait ça pour décourager? Il y a eu plusieurs choses qui sont d'un cynisme absolu. Il y a eu d'abord les annonces de l'accord franco-anglais lors de la visite de M. Cazeneuve il y a 10 jours avec sa consoeur Theresa May. Ils ont annoncé une sécurisation des dispositifs tels que le shuttle, le port. On peut comprendre que sécuriser des intérêts économiques, c'est important, mais sur le volet dit humanitaire, ce qu'ils appellent volet dit humanitaire, on est toujours à la traîne. Ils ne développent pas la même énergie, la même capacité de réponse, avec les mêmes moyens, lorsqu'il s'agit de protéger des vies humaines, lorsqu'il s'agit de migrants en grande précarité. Et dans ce volet qui a été abordé, dit humanitaire, il y a des choses absolument cyniques. Il est dit par exemple que les autorités françaises vont
observer davantage les migrants pour mieux comprendre leurs besoins. Et puis à partir de là, on verra quels sont vraiment les plus précaires, notamment les femmes et les enfants, pour choisir et protéger les bonnes personnes. Aujourd'hui, le Centre Jules Ferry, c'est une association qui fait ce qu'elle peut, la vie active qui est contractée par l'État, mais qui couvre environ 2000 repas par jour, alors qu'il y a 3500 personnes, qui met à l'abri la nuit une centaine de femmes et d'enfants, alors qu'on a au moins le triple de femmes et d'enfants qui dorment dehors autour. Et le reste des personnes vont dormir dehors, avec environ aussi, en termes de services, 400 à 600 douches proposées chaque jour. Donc il est largement sous-calibré. Ce n'est pas une question de mauvais travail, c'est qu'ils n'ont juste pas les moyens de faire mieux. Dans cet accord franco-anglais sur lequel je reviens, non seulement l'État remet en question l'inconditionnalité de l'accueil, c'est-à-dire pour toutes les personnes, qu'on soit un homme jeune, une femme ou un enfant, qu'on dort dehors, qu'on a des difficultés pour se nourrir, eh bien on doit leur répondre à ces besoins vitaux, et l'État d'emblée assume de ne pas le faire. Dans le deuxième volet qui était abordé, c'était aujourd'hui déjà de parler de potentiellement proposer aux personnes des retours volontaires. C'est quand même assez hallucinant aujourd'hui, alors qu'on est dans une période où il s'agit d'améliorer l'humanisation de l'accueil, déjà d'imaginer de renvoyer les gens chez eux, alors que la plupart viennent pour des raisons d'insécurité, on l'a rappelé. Et puis le troisième point, c'était de dire qu'il faudrait, dans les semaines et les mois qui viennent, une réunion, un sommet extraordinaire, probablement à Paris, pour réfléchir sur les termes de négociation avec les pays d'origine, et puis aussi pour imaginer l'aide potentielle de solidarité vis-à-vis de la Grèce et de l'Italie. Et puis, alors que l'urgence, c'est maintenant. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, les zones de passage essentiellement, même si on ne continue pas à passer par la Libye et venir en Italie et se noyer souvent en Méditerranée, c'est surtout par zone turque, passage en Grèce via les îles où il y a aussi des morts, et on l'a vu encore aujourd'hui avec la photo du petit garçon, et puis des prises de risques aussi par voie terrestre en traversant les Balkans, avec tous les drames que l'on connaît. Monsieur Valls annonce d'emblée lundi, il assume de dire 1500 places supplémentaires sous tente potentiellement en 2016, alors qu'il y a 3000 personnes, que les arrivées continuent avec beaucoup de familles, encore une fois, de familles et des enfants. Il assume de dire que son dispositif sera largement sous-calibré, ce qui, de notre point de vue, est totalement hallucinant. Quelles sont, selon vous, les mesures à prendre d'urgence? On a vu qu'il y a urgence, enfin, on l'a vu depuis longtemps, à vrai dire, mais enfin, chaque jour est là pour le rappeler. Selon vous, c'est quoi les mesures qu'il faut prendre immédiatement? Je pense qu'il y a deux niveaux à considérer. Il y a l'urgence, la réponse aux besoins vitaux, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Hein. C'est sur le territoire français notamment, mais dans d'autres pays européens, des gens qui dorment dehors, qui ont des difficultés pour manger, pour boire, pour se laver, avec toutes les maladies et tous les risques et les mortalités inhérentes à ces problématiques-là. Donc c'est qu'aujourd'hui, on puisse faire en sorte que ces personnes puissent être logées, répondre à leurs besoins vitaux et sortir de cette logique d'encampement à Calais. Les personnes suivent un parcours, vous l'avez rappelé, depuis Vintimille, Nice, Paris. On doit pouvoir proposer en amont des dispositifs où les personnes puissent être logées, nourries, dans des dispositifs en dur, autre que des tentes. On n'est pas au Darfour ici, on a la capacité de proposer autre chose. Pour que dans ces conditions, les personnes soient soignées aussi, prises en charge sur le plan psychologique, parce qu'ils sont très affectés par leur migration, les violences qu'ils ont pu vivre, et dans ces conditions, les informer sur les droits qu'ils ont, notamment la demande d'asile, et les accompagner. Si on fait ça, je peux vous assurer que beaucoup de personnes n'iront pas s'échouer dans des bidonvilles pourris assumés par l'État français à Calais pour essayer de passer en Angleterre ou alors rejoindre l'Allemagne ou les pays du Nord ou la Belgique parce qu'ils sont bloqués. Et donc travailler en amont, sortir de cette logique de campement et donc répondre aux besoins vitaux. Ça, c'est le premier niveau et l'État français doit le faire. Ce n'est pas une question de capacité économique ou d'infrastructure, c'est une volonté politique en lien au fond avec des valeurs qui sont d'assumer que laisser des gens dehors et des gamins, c'est potentiellement dangereux et que laisser mourir, c'est pas bien. L'autre point, c'est bien sûr à l'échelle européenne, c'est de rappeler une nécessaire solidarité vis-à-vis de la Grèce et de l'Italie qui aujourd'hui sont en difficulté pour couvrir les besoins. Et puis surtout, c'est rappeler que pourquoi on a autant de prises de risques, pourquoi on a autant de morts en Méditerranée, de prises de risques aussi dans les Balkans. C'est parce qu'aujourd'hui, le phénomène migratoire, même s'il est un peu plus conséquent en Europe, ce n'est pas nouveau. L'Europe a toujours accueilli 20% la migration globale. La migration se fait aussi du nord au sud, entre les pays du sud. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on a des guerres chroniques aux portes de l'Europe, qu'on a des pays qui, à l'époque, étaient des pays tiers avec lesquels on dealait pour gérer la migration à distance. Je pense à la Libye, avec ce régime qui n'existe plus, les voies de passage sont plus importantes. Et puis surtout, les voies légales pour entrer en Europe sont de moins en moins importantes. C'est-à-dire qu'on donne à moins en moins la capacité
à ces migrants qui viennent pour être protégés d'être accueillis chez nous pour de bonnes raisons. Et donc, cette baisse de voies légales, c'est des prises de risques supplémentaires et des morts. Donc, la mesure d'urgence, c'est d'augmenter les voies légales, faire en sorte que dans les pays comme la Jordanie, le Liban, où il y a des millions de personnes et des familles qui sont parties dans un premier temps de Syrie, et puis qui voient que le régime continue, et qui ont des gamins qui grandissent, disent « moi, je ne vais pas passer ma vie dans un camp, et je vais partir ailleurs parce que je n'ai pas d'autre choix ». Il faut créer les conditions pour que dans ces pays-là, on puisse permettre à ces gens de venir chez nous autrement qu'en tentant de passer la mer avec des bateaux et de se noyer avec leurs enfants. Donc là, il y a une responsabilité de l'Europe clairement assumée, et elle le peut, elle a les moyens de pouvoir accueillir ces gens dans de bonnes conditions en permettant qu'il y ait des voies légales supplémentaires qui soient ouvertes pour qu'ils puissent venir chez nous et être accueillis dans de bonnes conditions. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos témoignages. Il est 21h30, on va aborder la dernière partie de cette soirée. Eh bien, c'est l'euro, puisqu'il y a eu l'exemple grec au début de l'été, suivi de la gueule de bois grecque, pourrait-on dire. Donc on voit bien que le débat est en train de traverser une bonne partie de la gauche, voire d'autres formations politiques françaises. Faut-il absolument sortir de l'euro pour changer l'Europe? C'est une des questions qu'on va aborder dans quelques minutes avec l'économiste Frédéric Lordon, qui est arrivé. François Bonnet, le directeur éditorial de Mediapart, sera à côté de moi pour l'interroger. J'ai oublié de vous dire, mais parce que j'écoutais des choses un peu non seulement intéressantes, mais en plus très émouvantes, qu'il y a une offre ce soir, mais vous l'avez vu sur le bandeau qu'on a mis en bas de l'écran. C'est 20 € pour 6 mois d'abonnement à Mediapart jusqu'à minuit, avec la totalité du site en accès libre. Et puis dimanche, il y aura la révélation d'un scoop, le dernier mystère peut-être d'une enquête qui aura duré 30 ans, puisque Edoui Plenel, dans une interview d'1 heure, si j'ai bien compris, une vidéo, eh bien vous délivrera les derniers mystères de l'affaire Greenpeace et du Rainbow Warrior. Et ça sera mis en ligne donc sur Mediapart dimanche à 9h le matin. Et donc pour patienter, eh bien un petit teaser. Et puis enfin, l'attentat contre un bateau de l'organisation écologiste Greenpeace. Il y a 30 ans, le 10 juillet 1985, le Rainbow Warrior, navire amiral du mouvement écologiste Greenpeace, est écoulé dans le port d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.